Cher monsieur, votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je ne peux guère plus. Je n'entrerai pas dans la manière de vos vers, toute préoccupation critique m'étant étrangère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, rien n'est pire que les mots de la critique. Ils n'aboutissent qu'à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire, comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s'accomplit dans une région que jamais parole n'a foulée. Et plus inexprimable que tout sont les œuvres d'art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que côtoie la nôtre qui passe. Ceci dit, je ne puis qu'ajouter que vos vers ne témoignent pas d'une manière à vous. Ils n'en contiennent pas moins des germes de personnalité, mais timides et recouverts. Je l'ai senti surtout dans votre dernier poème, Mon âme. Là, quelque chose de propre veut trouver issue et forme. Et tout au long du beau poème À Léopardie monte une sorte de parenté avec ce prince, ce solitaire. Néanmoins, vos poèmes n'ont pas d'existence propre, d'indépendance, pas même le dernier, pas même celui à Léopardie. Votre bonne lettre qui les accompagnait n'a pas manqué de m'expliquer maintes insuffisances que j'avais senties en vous lisant, sans toutefois qu'il me fût possible de lui donner un nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez aux revues, vous les comparez à d'autres poèmes, et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez à vous-même, mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ? Ceci surtout, demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire ? Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Alors approchez de la nature. Essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez. Aimez, perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Évitez d'abord ces thèmes trop courants, ce sont les plus difficiles. Là où des traditions sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le poète ne peut livrer son propre moi qu'en pleine maturité de sa force. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime.
tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ces richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. Même si vous étiez dans une prison dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance? Cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs? Tournez là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera, et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée au bruit du dehors. Et si, de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n'essaierez pas d'intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une possession naturelle qui vous sera chère, comme l'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Aussi, cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autre conseil que celui-ci. Entrez en vous-même. Sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question « Devez-vous créer ?» De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira, peut-être, que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une réponse qui pourrait venir du dehors, car le Créateur doit être tout un univers pour lui-même, tout trouvé en lui-même et dans cette part de la nature à laquelle il s'est joint. Il se pourrait qu'après cette descente en vous-même, dans le solitaire de vous-même, vous dussiez renoncer à devenir poète. Il suffit selon moi de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire, pour qu'il soit interdit d'écrire. Alors même, cette plongée que je vous demande n'aura pas été vaine. Votre vie lui devra en tout cas des chemins à elle. Que ces chemins vous soient bons, heureux et larges, je vous le souhaite plus que je ne saurais le dire. Je vous rends les vers que vous m'aviez aimablement confiés et vous dis encore merci pour la cordialité et l'ampleur de votre confiance. J'ai cherché dans cette réponse sincère, écrite du mieux que j'ai su, à en être un peu plus digne que ne l'est réellement cet homme que vous ne connaissez pas. Dévouement et sympathie. Rainer Maria Rilke. Excusez-moi, cher monsieur, si je ne me souviens qu'aujourd'hui, et avec gratitude, de votre lettre du 24 février. J'ai été souffrant tous ces temps-ci, non pas malade à vrai dire, mais accablé d'une lassitude qui tenait de l'influenza et me rendait incapable de quoi que ce fût. À la fin, rien ne changeant, je suis parti vers cette mer du Midi
qui m'avait déjà été bienfaisante. Mais je ne suis pas encore d'aplomb. Écrire me pèse. Prenez donc ces quelques lignes pour beaucoup plus. Il faut d'abord que vous sachiez que vos lettres me font toujours plaisir. Je vous demande seulement de l'indulgence pour les réponses. Elles vous laisseront peut-être souvent les mains vides, car au fond, et précisément pour l'essentiel, nous sommes indiciblement seuls. Pour se conseiller, pour s'aider l'un l'autre, il faut bien des rencontres et bien des aboutissements. Toute une constellation d'événements est nécessaire pour une seule réussite. Aujourd'hui, je ne voudrais vous parler que de deux choses. D'abord, de l'ironie. Ne vous laissez pas dominer par elle, surtout à vos heures de sécheresse. Dans les moments créateurs, efforcez-vous de vous en servir comme d'un moyen de plus pour saisir la vie. Employée pure, elle aussi est pure. Il ne faut pas en avoir honte. Si vous vous sentez trop de penchant pour elle, si vous redoutez avec elle une intimité grandissante, tournez-vous vers de grandes et graves choses, en face desquelles elles deviennent petites et comme perdues. Gagnez les profondeurs. L'ironie n'y descend pas. Si elle vous accompagne jusqu'au bord de la grandeur, cherchez si elle répond à une nécessité de votre être. Sous l'action des choses graves, ou bien elle se détachera de vous, c'est qu'elle n'était là que par accident, ou vous étant vraiment inné, elle se forgera elle-même en instrument précieux et prendra sa place dans l'ensemble des moyens dont vous devez former votre art. La seconde chose dont je voudrais vous entretenir est la suivante. De tous mes livres, peu me sont indispensables. Deux sont toujours parmi les choses à m'apporter où que je sois. Ici même, ils sont près de moi. Ce sont la Bible et les livres du grand poète danois Jens Peter Jacobsen. À propos, connaissez-vous ces œuvres? Vous pouvez facilement vous les procurer. Un monde vous saisira. Le bonheur, la richesse, l'insondable grandeur d'un monde. Vivez quelque temps dans ces livres. Apprenez-y ce qui vaut, selon vous, d'être appris. Mais surtout, aimez-les. Cet amour vous sera 1000 et 1000 fois rendu. Et quoi que devienne votre vie, il traversera, j'en suis certain, le tissu de votre être comme une fibre essentielle, mêlée à celle de vos propres épreuves, de vos déceptions et de vos joies. S'il me fallait dire de qui j'ai appris quelque chose sur la nature créatrice, ses sources, ses lois éternelles, deux noms seulement me viendraient, celui de Jacobsen, le grand poète, et celui d'Auguste Rodin, ce sculpteur qui n'a pas son égal parmi tous les artistes d'aujourd'hui. Et que tout vous réussisse. Votre Rainer Maria Rilke. Votre lettre pascale, cher monsieur, m'a fait grand plaisir. Elle m'a dit de vous beaucoup de bonnes choses. La manière dont vous me parlez du cher et grand art de Jacobsen me montre que je ne me trompais pas en conduisant votre vie et toutes ces questions vers cette plénitude. Ici, je vous adresse une prière. Lisez le moins possible d'ouvrages critiques ou esthétiques. Ce sont ou bien des produits de l'esprit de chapelle, pétrifiés, privés de sens dans leur durcissement sans vie, ou bien d'habiles jeux verbaux. Un jour une opinion y fait loi, un autre jour c'est l'opinion contraire. Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles.
Donnez toujours raison à votre sentiment, à vous, contre ces analyses, ces comptes rendus, ces introductions. Eussiez vous-même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduira lentement, avec le temps, à un autre état de connaissance. Laissez à vos jugements leur développement propre, silencieux. Ne le contrariez pas, car, comme tout progrès, il doit venir du profond de votre être, et ne peut souffrir ni pression ni hâte. Porté jusqu'au terme, puis enfanté, tout est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment mûrir en vous, dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Attendez avec humilité et patience l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. L'art exige de ses simples fidèles autant que des créateurs. Le temps ici n'est pas une mesure. 1 an ne compte pas. 10 ans ne sont rien. Être artiste, c'est ne pas compter. C'est croître, comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant au grand vent du printemps, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je l'apprends tous les jours, au prix de souffrances que je bénis. Patience est tout. Enfin, pour ce qui est de mes livres, j'aurais voulu vous en envoyer tous ceux qui pourraient vous faire quelque plaisir, mais je suis très pauvre et mes livres, dès qu'ils ont paru, ne m'appartiennent plus. Je ne peux même pas les acheter, comme souvent je le désirerais, pour offrir à ceux qui leur veulent du bien. Aussi, je me contente de noter sur une fiche les titres et éditeurs de mes ouvrages récemment parus. En tout, j'en ai publié 12 ou 13. Je ne peux que m'en remettre à vous, cher monsieur, du soin d'en commander, à l'occasion. J'ai plaisir à savoir mes livres chez vous. Votre Rainer Maria Rilke. Voilà ces quelques fragments de ces lettres à un jeune poète. C'est une vraie correspondance entre un jeune étudiant et le poète. Je vous lis les quelques lignes de la préface écrite par cet étudiant, Franz Capus. C'était à la fin de l'automne 1902. J'étais assis dans le parc de l'académie militaire de Wiener Neustadt, sous d'antiques châtaigniers, je lisais. Ma lecture me prenait à ce point que je remarquais à peine qu'Horatschek, aumônier de l'académie, homme érudit et bon, venait vers moi. Il me prit des mains le volume que je tenais, contempla sa couverture et hocha la tête. « Poème de Rainer Maria Rilke », dit-il songeur. Il feuilleta, parcourut quelques vers, jeta au loin un long regard et conclut « Ainsi donc l'élève René Rilke est devenu poète. » Car à cette époque-là, Rilke s'appelait René. Il a été rebaptisé par la grâce d'une rencontre avec une femme, quelques années plus tôt, Lou Andrea Salomé, qui l'a rebaptisé Rainer. C'était pour vous situer un petit peu le contexte de cette correspondance, parce que ce jeune étudiant a le même aumônier que Rilke a eu des années plus tôt, dans une autre académie militaire. Et cet étudiant a comme espoir de devenir poète, et donc il va envoyer une première lettre à Rilke qui, à son grand étonnement, va lui répondre. Et cette correspondance va durer plusieurs années, entre 1903 et 1908 environ. Voilà un petit peu le contexte pour... voilà, ça me paraissait important de vous préciser que ce n'était pas une invention littéraire de la part de Rilke. J'ai lu ces lettres aux alentours de la fin de l'adolescence. Elle m'avait beaucoup marqué à l'époque, je m'en souviens. Et puis avec le temps,
Une pellicule de poussière avait recouvert mes souvenirs. Et puis quand j'ai songé à ces lettres pour vous les enregistrer, je me suis demandé comment j'allais les relire et puis comment elles pouvaient vous parvenir à vous, si elles pouvaient vous parler ou vous émouvoir encore aujourd'hui. Et je les ai lus, beaucoup relus ces dernières semaines, parce que j'étais pas sûr. Je cherchais, je ne savais pas trop comment les prendre. Probablement que entre le moment où je les ai lus pour la première fois et aujourd'hui, tant d'années se sont passées que mes yeux avaient besoin de s'accoutumer un petit peu à nouveau à cette écriture-là. Et, et puis il y a une chose qui m'a frappé soudain, c'est que nous sommes en 1903 quand cette correspondance s'engage. C'est-à-dire que Rilke a 28 ans. Et ça, c'est vraiment le petit bout de la ficelle que j'ai commencé à tirer au moment où j'ai travaillé là-dessus, parce que je n'y avais jamais pensé. C'est tout bête, hein, mais il a 28 ans. C'est comme si je m'étais figuré cette correspondance comme entre un jeune étudiant et puis un poète, poète peut-être parvenu au fait de sa gloire, et qui, après quelques dizaines d'années d'écriture, se permettait quelques conseils. Non, 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 il a 28 ans quand il commence. Donc cet homme d'un petit peu moins de 30 ans s'adresse à un étudiant qui en a un petit peu moins de 20. Ça me paraît important d'avoir ça dans la tête pour bien appréhender les conseils que va donner Rilke. À présent, parmi les conseils que Rilke adresse à cet étudiant, je voudrais en dégager quelques-uns qui m'ont vraiment, comment dire, saisi et qui m'ont fait me décider à enregistrer ces lettres pour vous, qui m'ont fait entendre, sentir à quel point ces pages écrites il y a un peu plus de 120 ans euh, peuvent encore s'adresser à chacun d'entre nous, si on veut bien écouter. Vous avez entendu comme il commence, à quelle vitesse il commence sa première lettre, passé les politesses qui durent assez peu de temps. Il effleure les toutes petites qualités qui pointent dans les vers de cet étudiant, mais qui sont assez pauvres au final, pour tout de suite pointer les faiblesses. Et c'est pas du tout pour taper sur ce jeune homme du haut de sa hauteur de poète, me semble-t-il. Mais écoutez ce qu'il écrit. Vos vers ne témoignent pas d'une manière à vous. Un peu plus loin. Vos poèmes n'ont pas d'existence propre, d'indépendance. Là, il me semble que Rilke est tout de suite dans le travail, avec cet étudiant, pour cet étudiant. Il est dans le concret de ce travail, pour dégager les faiblesses qu'il perçoit, et pour que ce jeune homme puisse travailler dessus, améliorer cela. Et il lui donne les voies à explorer, les chemins à emprunter. Arrêtez de demander l'avis des autres. Entrez en vous-même. Ça, c'est vraiment une phrase qui va revenir, qu'il va répéter, qu'il va décliner sous différents modes. Entrez en vous-même. Et puis il y a ce que j'appellerais ce test, quand il pose la question à l'étudiant. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? C'est dire à quelle hauteur Rilke place la barre, à quelle hauteur d'exigence. Alors, mort physique ou mort symbolique, à vous de trancher, mais quoi qu'il en soit, l'exigence est immense. Je pressens, je ne sais pas si j'ai raison, mais que Rilke veut lui faire sentir, vous vous engagez là sur une voie, sur un chemin
ardue. Et ce ne sont pas des idées toutes faites que Rilke enfile comme des perles. Ce chemin que Rilke indique à cet étudiant, il est encore dessus, le poète. Il n'est pas sur un piédestal. Quelques années plus tôt, il a effectué 2 voyages en Russie pour rencontrer le grand Tolstoï, le grand maître russe. La rencontre, j'ai pas l'impression qu'elle ait été très très inspirante pour Rilke. En revanche, quelques mois plus tôt, il est allé à Paris, il a rencontré Rodin. C'est pas pour rien qu'il le cite dans la correspondance, dans ce que vous avez entendu. Il me semble que dans ces années-là, il y a 2 très grandes rencontres pour Rilke. Lou Andrea Salomé, avec qui il voyage en Russie, et puis Rodin. Lou Andrea Salomé va le mettre, je pense, littéralement au travail, va lui faire prendre conscience de l'acharnement qu'il faut pour écrire. Et je pense que Rodin, d'une autre façon, du côté de la sculpture et de la peinture aussi, va lui faire découvrir un autre aspect du travail artistique. Donc on est vraiment en plein dedans. C'est pas un passé qui date de quelques dizaines d'années quand il écrit à cet étudiant. La recherche qu'il propose à l'étudiant est la recherche que lui-même est en train d'effectuer. Entré en lui-même, il l'a fait et il continue à le faire. Il écrit à un moment je l'apprends tous les jours, au prix de grands sacrifices. Autre chose qui se dégage dans ce qu'écrit Rilke, c'est à quel point créer, c'est être seul. C'est une expérience de la solitude et elle est inévitable. Et ça peut coûter cher. Rilke va se séparer de la mère de sa fille et de sa fille. Ce n'est peut-être pas un hasard si Franz Capus, l'étudiant, ne devient pas écrivain. Quand on reçoit des lettres d'une telle nature, qui ne se payent pas de mots, qui racontent la réalité, la vérité de ce que vit, de ce qu'endure Rilke, j'ai l'impression que ça nous met face à quelque chose de très concret. Et à la question, alors on y va ou pas? On essaye ou pas? Et j'aime beaucoup quand Rilke parle des livres. Vous savez, il a conseillé un poète à l'étudiant, et puis il lui dit aimez-les. Les livres sont comme une source qui traverse le tissu de votre être. J'aime bien cette idée-là. Je pense que un grand nombre d'entre nous avons fait l'expérience de à quel point certains livres nous sont entrés dans la chair. Dans la 3e lettre, il redit qu'il ne faut pas écouter les critiques, il ne faut pas écouter les analyses, mais qu'il faut suivre son sentiment, même quand on a tort. Il faut laisser chaque impression, chaque germe de sentiment mûrir en vous, dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Il me semble que ce conseil donné à un jeune homme qui voudrait devenir poète a une portée universelle, dans le sens où ça peut s'adresser à un écrivain, mais à beaucoup d'entre nous. Des idées qui sont en nous, des sentiments qui sont des embryons sur lesquels on ne peut pas se reposer au début. Et pour avancer, pour prendre une décision, parfois on les laisse en nous, sans même s'en rendre compte. On les laisse se développer parce qu'on n'est pas encore suffisamment mûr pour les comprendre. Et puis
puis ça pousse petit à petit. Ça nous pousse. Et une fois qu'ils ont mûri, eh bien, c'est là qu'on peut avancer. Je trouve que c'est une idée très très forte que nous donne Rilke. Et puis je terminerai par une phrase qu'écrit Rilke que je trouve très belle. Il dit « Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité ». Et là aussi, je pense que c'est une chose qui n'est pas valable que dans le domaine artistique. Voilà aussi pourquoi je me suis décidé à enregistrer ces lettres, après avoir bataillé, et la nécessité de faire quelque chose. La nécessité de faire ce que je suis en train de faire, avec vous, pour vous. Alors ce n'est pas une œuvre d'art ici, mais c'est un partage. Et je le fais parce qu'il y a une vraie nécessité. Tant pis pour les approximations, tant pis pour la mauvaise qualité parfois, j'en suis désolé du son, de l'image, du montage, voilà. Mais alors je vais m'améliorer, je vais continuer à m'améliorer parce que j'ai envie que ce soit le mieux possible, évidemment. Quand je dis les textes ici, j'essaie de les dire le mieux possible pour que vous les entendiez, mais la nécessité est la plus forte. Voilà pourquoi je continue et pourquoi je suis là. Donc cette phrase de Rilke s'est télescopée en moi, vous imaginez bien, d'une façon avec une grande force. Voilà, merci pour votre écoute, encore une fois, et puis je vous dis à bientôt.